Kwayatong et ses partenaires sont fiers de vous présenter les balados Lire en relation. Aujourd'hui, épisode 5, de Diane Boudreau à Naomi Fontaine avec Maurizio Gatti. Chercheur à l'Institut d'études avancées de Nantes, Maurizio Gatti compte parmi les premiers chercheurs à s'être intéressé aux littératures autochtones écrites en français. Il est l'auteur de Littérature amérindienne au Québec, écrit de langue française, publié en 2004 et réédité en 2009, et de Être écrivain amérindien au Québec, Indianité et création littéraire, publié en 2006. Kuaweti, Askenonia Iches, Maurizio Gatti Yazzi. Bonjour tout le monde. On m'a demandé de poser un regard rétrospectif sur l'émergence des études littéraires autochtones en français au Québec. Alors je vous demande de faire l'effort d'imaginer un chercheur italien qui est invité à parler de littérature autochtone dans un salon du livre des Premières Nations, qui a lieu dans une communauté autochtone, et qu'il commence sa présentation en langue Wendat. Eh bien, il y a 25 ans, n'importe qui, autochtone et non autochtone, aurait dit « c'est une blague, c'est impossible, n'est-ce pas ?» Donc ça vous montre tout de suite comment les choses ont changé en littérature autochtone au Québec. Moi, quand je suis arrivé au Québec en 1998, à bien y penser, c'est au siècle dernier, ça ne me rajeunit pas. Mais bon, eh bien, la littérature autochtone, d'une certaine façon, on peut dire qu'elle n'existait pas encore. Il existait, oui, des auteurs autochtones qui avaient publié des ouvrages, mais qui n'étaient pas toujours faciles d'accès. Et il existait, oui, une histoire de la littérature amérindienne au Québec, publiée par Diane Boudreau en 1993, qui est un livre incontournable encore aujourd'hui, en 2020, à mon avis, hein, et qui présentait pour la première fois les auteurs autochtones au grand public, et qui a donc été la première étape de leur légitimation en tant que phénomène littéraire, en tant que corpus littéraire. Ceci dit, Diane Boudreau abordait la littérature autochtone surtout d'un point de vue historique, et elle donnait beaucoup d'importance à la littérature orale traditionnelle et à ses catégories, ce qui est tout à fait juste et central quand on parle de littérature autochtone. Mais quand j'ai commencé à travailler sur ce corpus, il y avait certaines questions qui revenaient sans cesse et contre lesquelles je me cognais tout le temps et pour lesquelles je ne trouvais pas la réponse dans le livre de Diane Boudreau, comme par exemple la question de l'identité. Et je parle de la question de l'identité en particulier parce que s'il est vrai que beaucoup de choses ont changé, beaucoup de choses ont évolué dans la littérature autochtone au Québec, j'ai l'impression que la question de l'identité, et j'ajouterais de l'authenticité, sont restées toujours les mêmes. Nous l'avons vu dans des cas tout récents. La question de savoir qui est un vrai autochtone l'emporte encore aujourd'hui sur la question de savoir qui est un vrai écrivain. Alors bien entendu, je ne suis pas en train de juger qui que ce soit, hein, parce que la question de l'identité est effectivement très complexe et très délicate. Mais c'est juste un constat que je fais. Et probablement, il n'y a pas une seule réponse à cette question. C'est pour ça qu'elle continue à se poser. Mais revenons maintenant à ma petite histoire. Moi, je me retrouve donc au Québec en 1998 avec une grande envie de faire un doctorat sur la littérature autochtone, mais les profs dans les universités et même les autochtones dans les communautés, me disent tous ouais, ça existe-tu la littérature autochtone? Alors moi, je décide de lire tous les articles et les livres dans la bibliographie de Diane Boudreau. J'étudie l'Innu, l'Atikamekw et l'Inuktitut. Je commence à voyager dans les communautés. Je vais dans le bois quand les gens m'invitent. Je vais rencontrer les auteurs cités par Diane Boudreau. Je fréquente les événements autochtones en milieu urbain. Je suis des cours à l'université sur tout ce qui concerne les autochtones, histoire, anthropologie, sociologie, religion, droit.
Donc j'essaye du mieux que je peux de connaître et de comprendre le milieu autochtone au Québec dans son ensemble, dans sa globalité. Et en même temps, j'étudie la littérature autochtone anglophone des autres provinces du Canada et des États-Unis, et j'étudie aussi d'autres littératures dans le monde issues de nations qui ont été colonisées et où l'oralité a une grosse importance. Et je remarque qu'il y a beaucoup de similitudes avec la situation au Québec, qui semblait juste en retard par rapport à d'autres pays. Et c'est là que je me dis que il faut tout simplement trouver la façon de faire bouger les choses au Québec. Parce que tous les éléments de base étaient là pour que la littérature autochtone existe. Moi, je les voyais tous, très clairement. Et j'ai pensé qu'il fallait commencer absolument par faire une anthologie, c'est-à-dire un outil de référence, un outil de travail, facile d'accès, pour rassembler tous les auteurs des différentes nations au Québec dans un seul ouvrage, en écrivant leur biographie pour que les lecteurs connaissent leur parcours, en mettant un extrait de leur texte pour montrer leur travail, et en mettant une bibliographie de tous leurs ouvrages pour que les lecteurs et les chercheurs trouvent facilement ces références. Le tout avec une introduction critique qui offre au lecteur un cadre pour aborder ce corpus. Heureusement, cette anthologie a répondu à un besoin qui existait effectivement dans le milieu. Et donc, plusieurs autochtones dans les écoles, dans les communautés, mais aussi plusieurs profs de cégep et d'université ont commencé à utiliser cette anthologie pour travailler sur la littérature autochtone. Heureusement, par la suite, plusieurs autres chercheurs ont fait ce que j'ai fait moi-même avec Diane Boudreau, c'est-à-dire qu'ils ont pris à leur tour mon travail comme point de départ et ils sont allés plus loin que moi. Ils ont développé et publié leurs propres réflexions critiques sur la littérature autochtone et ils ont donc permis à ce nouveau champ d'études d'évoluer. Bien entendu, en parallèle, les auteurs autochtones de leur côté ont publié de plus en plus et ils sont devenus de plus en plus nombreux et ils ont donc offert des œuvres de plus en plus riches et variées. Alors, tous ces différents éléments combinés ensemble ont fait en sorte que la littérature autochtone a été remarquée par les critiques littéraires, par les éditeurs et, si vous voulez, par le monde littéraire québécois de façon plus générale. Et donc, les auteurs autochtones sont devenus de plus en plus populaires. Et je tiens à mentionner deux publications qui, à mon avis, ont permis à la littérature autochtone de faire un grand bond en avant. Bien entendu, chaque œuvre a été importante et a contribué à sa façon. Mais avec Aimedito, Parlons-nous, et avec Bâton à message, Tagna, je pense qu'il s'est passé quelque chose de particulier. Je vais commencer par Aimedito. Alors, en 2008, la poétesse Laure Morali publie Aimedito, Parlons-nous chez Mémoire d'Encrier, qui est un recueil d'échanges épistolaires et d'échanges poétiques entre auteurs autochtones et auteurs non autochtones, surtout des auteurs québécois. Et ce qui est important de ce livre, c'est qu'il a permis de créer des amitiés, des solidarités entre auteurs autochtones et auteurs québécois. Certains de ces auteurs ont même publié des recueils de poèmes ensemble par la suite. Et avec toutes avec toutes les lectures publiques qu'ils ont fait ensemble, ils ont réussi à attirer l'attention du public en général sur les auteurs autochtones en particulier. Si on passe à Tagna, eh bien, en 2009, la poétesse Innu Joséphine Bacon publie, toujours chez Mémoire d'Encrier, Bâton à message, Tagna, qui est un recueil de poèmes qui est important pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est un beau recueil, il y a de très beaux poèmes, donc c'est une lecture très agréable. Mais surtout, c'est un recueil bilingue, en Innu et en français. Donc l'Innu rentre dans le champ littéraire. Et plusieurs lecteurs découvrent, grâce à ce recueil, ils découvrent que l'Innu existe, tout simplement. Et donc, par extension, ils découvrent que les langues autochtones au Québec existent. Deuxième chose importante de ce recueil, Joséphine Bacon est un être humain adorable.
attachant, drôle. On ne peut pas ne pas aimer Joséphine Bacon. Et, et- et c'est très important, pardon, parce que grâce à ça, elle contribue à consacrer la figure et le statut de l'auteur autochtone chez le public québécois d'un côté, mais surtout, et c'est très important, elle contribue à consacrer une image positive de l'auteur autochtone à l'intérieur même des communautés autochtones. Avant Joséphine Bacon, les gens dans les communautés n'accordaient pas vraiment d'importance aux auteurs autochtones. Des fois, on arrivait même jusqu'à les dénigrer. Vous avez jamais entendu, ils écrivent, ils font comme les Blancs. Mais je suis convaincu que Joséphine Bacon a contribué à légitimer la figure de l'auteur dans les communautés et a inspiré des jeunes autochtones à commencer à écrire ou à trouver le courage de montrer les écrits qu'ils cachaient jusque-là dans leur tiroir, par peur peut-être d'être ridiculisés. Et parler de ces deux ouvrages m'amène aussi à parler de l'importance qu'ont eu les maisons d'édition dans le développement de la littérature autochtone. Mémoire d'Ancré, par exemple, que j'ai cité tout à l'heure, avec Rodney Saint-Éloi et son équipe, a cru en les auteurs autochtones, les a publiés, en a fait la promotion. Et ça a été un franc succès quand vous regardez ça. Et en 2010, Daniel Sioui et le poète Jean Sioui ont fondé les éditions Anénorak dans la communauté de Wendake. Et depuis la création des éditions Anénorak, ils publient régulièrement de nombreux auteurs autochtones et ils sont en constante expansion. Donc aujourd'hui, les auteurs autochtones au Québec peuvent être publiés aussi, s'ils veulent, par un éditeur autochtone. Il y avait eu des tentatives de maisons d'édition autochtones au Québec dans le passé, mais jamais avec la solidité et la détermination des éditions Anénorak. Bon, je vois que mon temps avec vous achève. Alors j'aimerais nommer un dernier élément qui, à mon avis, a fait la différence dans l'épanouissement de la littérature autochtone au Québec dans les 10 dernières années, et c'est justement Quariatonk, ce salon du livre des Premières Nations. Et, et c'est pas parce que ils m'ont invité à parler que je le dis, c'est parce que ce salon, d'une part, a contribué à légitimer la littérature autochtone et ses auteurs auprès des institutions littéraires au Québec, mais surtout parce qu'il a créé un espace de partage, un espace de rencontre et de diffusion, non seulement entre auteurs eux-mêmes, entre les auteurs et leurs lecteurs, mais en plus, et c'est ça qui est original, entre auteurs autochtones et chercheurs qui travaillent sur les littératures autochtones. Et je pense que cette dernière idée est venue d'une rencontre qui avait eu lieu, une rencontre historique, on va dire, qui avait eu lieu à Wendake en 2008, c'est-à-dire le Carrefour international des littératures autochtones de la francophonie, que j'ai eu la chance de co-organiser avec une très belle et nombreuse équipe à Wendake, et où nous avions rassemblé des auteurs autochtones venant de plusieurs pays, et où nous avions pensé qu'il serait intéressant de faire interagir ces auteurs avec les chercheurs qui travaillent sur leur corpus, et donc de créer ce lien. Bon, je vais conclure. Pour le futur de la recherche en littérature autochtone francophone au Québec, moi personnellement, je souhaite qu'il y ait plus de chercheurs autochtones qui écrivent des textes critiques sur la littérature autochtone et qui forgent de nouvelles théories et de nouvelles approches méthodologiques. Bien entendu, je suis convaincu du fait que les chercheurs non autochtones ont toute leur place et ont contribué de façon très précieuse à la connaissance et à la diffusion de la littérature autochtone au Québec. Mais il reste que dans ma carrière, chaque fois que j'ai eu la chance de discuter avec Louis-Carl Picard-Sioui, Guy Sioui-Durand, Yves Sioui-Durand, Naomi Fontaine par exemple, et que j'ai pu lire des articles où il parlait de littérature autochtone, eh bien,
Ils m'ont toujours permis de comprendre des choses que je n'avais pas compris auparavant. Et ils m'ont toujours permis de voir les choses d'un autre point de vue. Et donc pour moi, de voir que Naomi Fontaine, une écrivaine inou de grand talent, en collaboration avec Olivier Dezutter, professeur d'université, et Jean-François Letourneau, professeur de cégep, de voir qu'ils ont publié ensemble, en 2007, aux éditions Anénorak, une anthologie de littérature autochtone qui s'intitule Tracer un chemin, Mishkanacho, et que cette année, ils publient déjà une deuxième édition de cette anthologie, eh bien, moi je me dis que la littérature autochtone a effectivement tracé un chemin très riche et qu'elle se dirige vers un futur qui nous réserve encore plein de surprises. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre attention et j'espère que ce petit voyage dans la littérature autochtone du Québec vous a plu et vous a intéressé. Tiaweng Shahone. Cet épisode de Balado vous a été offert dans le cadre du 10e Salon du Livre des Premières Nations, une réalisation de Kwayatonk avec l'appui de l'Université de Regina, du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, du Conseil des arts du Canada, du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec. Le 10e Salon du Livre des Premières Nations vous est présenté par Énergex Énergie Renouvelable, la Caisse des Jardins de Wendake, la firme Okitela, le CN et Hydro-Québec. Recherche et narration, Maurizio Gatti. Musique et montage, Marc Vallée. Coordination, Marie-Ève Bradette. Kwahiatonk, marquer l'imaginaire.